salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau épisode de mes périples littéraires. Donc j'en ai pas du tout posté, on va bien le mettre, j'en ai pas du tout posté en février. Donc on va dire que c'est à la fois un périple littéraire et un bilan du mois de février. Donc j'ai lu beaucoup de choses, donc excusez-moi, j'ai pas une super dégaine aujourd'hui, j'ai vraiment le minimum syndical, c'est mon dernier jour de vacances et oui, moi à la fac je n'ai pas 2 semaines, je n'en ai qu'une malheureusement. Et aujourd'hui, bon, avec la chance que j'ai, mes profs ne sont pas là, donc je peux rester à la maison et vous faire cette vidéo que je vous promets depuis, que je vous promettais depuis une bonne semaine. Donc j'étais censée la faire la semaine dernière et finalement j'ai jamais trouvé le courage. Donc beaucoup de lecture ces dernières semaines. Donc je n'étais plus très sûre de... Je crois que j'étais en train de lire Les Voix de la colère d'Antoine Rouault quand j'ai terminé la vidéo. J'ai pas pris le temps de regarder parce que mon débit est pas tip top. Oh, il est là mon cerceil. Bref, je cherchais, ça fait 2 semaines que je le cherche. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc je lisais Les Voix de la colère d'Antoine Rouault. C'est un livre que j'attendais beaucoup. Je l'ai acheté à Noël avec l'argent que j'ai réussi à avoir par mes proches. Je l'ai déjà dit, il me semble. Donc je l'ai fini assez vite. Et j'en ressors à la fois heureuse et désappointée. Moi, la double narration me gêne pas. Parce qu'en fait, c'est pour ceux qui se sont un peu intéressés aux chroniques des collègues qui l'ont fait. Donc il se trouve qu'à la moitié du livre, on change de point de vue et on reprend l'histoire depuis le début, mais d'un point de vue différent. Et ça m'a pas du tout changé parce que ça a un peu fait la lumière sur certains faits. Donc pour moi c'était pas un souci. Ce qui m'a plus gêné, c'est que je pense sincèrement que ça aurait pu être un one shot. Donc je pense que ce tome-ci se suffit à lui-même. Ça nous fait une petite fin qui nous met un peu dans le genre oh mon dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? Et je trouve que ça faisait un peu le style des nouvelles de l'époque avec les chutes où on peut imaginer ce qu'on veut. Et je pense que ça aurait été pas mal de laisser ça comme ça. Parce que je sais pas, c'est pas je vais pas attendre la suite impatiemment justement parce que je trouve que avec une 50aine de pages de plus on aurait pu avoir toutes les réponses qu'on attendait et que faire ça en une saga de 3, 4, 5 tomes ça va peut-être être un peu trop. Et par contre c'est un joli coup de nous faire croire que le héros était une telle personne et qu'en réalité ce n'est pas du tout elle. Il y a un sacré cliffhanger à la fin et je suis assez heureuse en fait de l'avoir lu, bien que ce soit pas le coup de cœur auquel je m'attendais, c'est pas un coup de cœur d'ailleurs, mais ça a été quand même une très bonne lecture et j'en ressors assez épanouie ma foi. Donc je savais plus si j'en ai parlé, donc je vais pas en dire trop. Ensuite je lisais, et je sais que vous êtes beaucoup à vouloir le lire, Les 100 de Cass Morgan, collection R. Petit coup de gueule. Parce que ça m'énerve en fait. J'ai plusieurs livres de la collection R. En moyenne ils sont entre 18 et 19 euros ou un peu moins cher des fois, on va dire entre 18 et 19. Et donc quand on voit le volume on se dit ah ça va, il y a de la lecture. Mais à chaque fois j'ai un gros bug quand j'achète le livre sur le net et que je vois la police à l'intérieur. Et ça a toujours tendance à m'énerver parce qu'au final c'est un livre que j'ai fini assez rapidement parce qu'il est assez prenant. Et voilà, coup de gueule parce que dans ce cas-là, changez les formes, les modèles, j'en sais rien. Donnez-nous l'impression qu'on en a pour notre argent. Parce que pour le coup, voilà, j'ai mis 18 euros dedans et j'ai un peu les boules quoi. Parce que le finir en 3 heures pour 18 euros de lecture, c'est un peu cher. Bref, pour en revenir à la lecture, donc je vous l'avais déjà dit, je l'ai découvert grâce à au trailer de la série qui sort ce mois-ci d'ailleurs. Et donc quand j'ai vu que la France avait déjà pris la traduction du bouquin et pour la revendre, je me suis jetée dessus. C'est très différent en fait du trailer de la série. Le trailer de la série met pas en avant le côté amour du bouquin qui est très présent pour le coup dans le roman. Si vous voulez, on suit un peu 2 couples et un frère et une sœur. On a 4 points de vue différents dedans, des 4 personnages principaux.
Et donc on va suivre un peu leur tribulation, donc ce qui s'est passé sur les navettes dans le vaisseau avant qu'ils partent sur Terre. Et on suit le début de leur survie sur la Terre où il y a des trucs pas très nets qui se passent. Parce qu'on comprend qu'il y a eu pas mal de chamboulements dus justement à ces radiations qui ont fait que les humains ont dû quitter la Terre pour aller vivre dans l'espace. Donc un coup de cœur parce que voilà, j'ai vraiment aimé la narration, la façon dont c'est écrit, la plume de l'auteur. Cas Morgan arrive vraiment à nous faire entrer dans le récit tout de suite. Je suis un peu dans ma période science-fiction, donc tout ce qui traite de vaisseaux, de navettes, de ce genre de trucs, ça commence tout de suite à me faire accrocher. Par contre, bien que ce soit un coup de cœur, c'était pas vraiment le récit auquel je m'attendais. Je m'attendais vraiment à un récit de survie. Voilà, je m'attendais vraiment à ce qu'on en sache un peu plus sur leur façon de vivre, de survivre à ces premiers jours sur Terre. Et c'est vrai que là, on fait un peu l'impasse sur ce côté survie pour un peu s'occuper de la vie privée des personnages, de leur vie sur la navette et en dehors. Et c'est vrai qu'on en perd un peu ce point de vue-là. Maintenant, la fin du livre nous laisse présager un second tome qui va vraiment être du tonnerre parce que, voilà, je vous le dis pas, mais on se doute bien qu'il va se passer quelque chose. Et je pense justement que toutes ces histoires d'amour vont vraiment, pour le coup, être mis au second plan dans le second tome. Et qu'on va vraiment s'intéresser au côté survie. Voilà. Donc un gros coup de cœur, donc vous pouvez retrouver la chronique plus complète parce que comme j'ai pas mal de livres, je peux pas trop m'attarder. Mais sinon, vous pouvez retrouver la chronique vraiment plus en détail sur le blog. Ensuite, que lisais-je Hop, celui-ci. Donc un partenariat avec les éditions Scrinéo, Barthélemy Styx. Scrinéo, j'adore, hein. Ils arrivent toujours. J'ai eu qu'une grosse déception, c'était le livre d'Arthur Ténor, je sais plus comment il s'appelait. Bref, il y a vraiment que celui-là qui m'a laissé sur ma faim. Mais sinon, Scrinéo, j'ai toujours tendance à adorer ce qu'il publie, et encore une fois, c'est le cas. Presque un coup de cœur pour le coup. Il manquait 2-3 choses, surtout au niveau des personnages, ça manquait un peu de côté vivant. Mais sinon, de quoi ça parle? Bon, c'est un jeune noble du 17e, c'est ça? 18e siècle. Voilà. C'est un jeune noble du 18e siècle, un Nantais, donc qui vivait à Nantes. Et donc, sa mère est décédée. Il vit avec son père, qui fait partie de la marine française. Donc il va partir plusieurs années dans les îles, là où Barthélemy aimerait aller vivre parce qu'il rêve de tout ce qui est chasse au trésor, triangle des Bermudes. Son père ne va pas le prendre et quand il va revenir à Nantes, son père a été attaqué par des pirates. Et donc c'est impossible pour lui de se montrer en société parce que voilà, il est blessé, il est complètement défiguré, il a été brûlé. Et donc il va demander à Barthélemy de prendre son rôle de dernier homme de la maison et donc de représenter son père en société. Et c'est pas du tout ce que Barthélemy aime. Du coup, un soir il va aller à une fête mondaine avec sa sœur, sa plus grande sœur. Et là il va en avoir marre, il va faire une espèce de burn-out de l'époque. Et il va se dire non, c'est pas la vie dont je rêve, c'est pas de ça que j'ai envie. Et donc il va se sauver. Il va rentrer chez lui pour dire à son père qu'il laisse tomber, il veut partir, il veut travailler, gagner de l'argent et puis partir. Mais ce qui va se passer, c'est que sans le vouloir, il va bousculer son père et son père va mourir dans les escaliers. Donc il va se briser la nuque. Les servants qui sont là, les servants noirs qui sont là vont tout de suite dire que c'est lui qui l'a tué alors qu'ils n'ont rien vu, et ils vont le traiter de meurtrier. Lui, il va n'avoir que comme solution de fuir. Donc là, il va se retrouver sur les ports. Et il va embarquer dans un bateau de pirates. Donc sur le coup, il pense que c'est juste un bateau. C'est pas vraiment un bateau de pirates, c'est plutôt un bateau de marchandises. On pense à ça au début. Et sur la route, il va se rendre compte qu'ils vont aller sur une petite île après 2-3 jours de navigation. Et qu'en fait, le bateau se trouve être un négrier. Donc il transporte des noirs des îles pour aller les ramener sur les îles colonisées pour en faire des esclaves. Barthélemy, pour lui, on se doute de l'époque, pour lui c'est tout à fait normal, mais on sait que c'est interdit maintenant, ce genre de traite. Et il va rencontrer la jeune fille là, qu'on voit sur la couverture, qui est d'ailleurs mon personnage préféré. Donc qui est une jeune sorcière et qui va lui apprendre que il y a peut-être moyen d'aller justement sur cette mer aux esprits et sur cette île dont il rêve pour les trésors.
Et le médaillon que porte Barthélemy, donc on le voit un peu. Je sais pas si je vise bien. Voilà. Avec le portrait de sa mère dedans, lui parle depuis qu'il est tout jeune. Et elle va essayer de lui dire qu'il faut surtout pas qu'il s'intéresse à ce genre de choses parce que toucher à la magie c'est dangereux. Et voilà, donc c'est un super bon récit pour poser. Donc après on se retrouve dans un bateau de pirates, donc on a plein de termes en rapport à la mer, rapport au 18e. Et ce qui est cool c'est que autant ça vise un public plutôt jeune, et autant en étant adulte on ne peut que être emporté dans cette histoire parce que ça nous rappelle toutes les histoires qu'on lisait étant petit ou qu'on nous lisait étant petit. Et en plus il y a un système d'écriture, une façon de parler dans les dialogues qui fait très 18e mais sans forcément être lourd. Et du coup j'ai passé un très très bon moment, je l'ai lu assez vite. Et ma foi, je suis assez pressée de savoir ce qui va se passer dans le second opus en sachant que il leur reste une personne à trouver pour pouvoir accéder à cette fameuse île. Donc voilà. Ensuite, pardon Hera, t'es sur moi. Oui. Non, tu peux rester, reste. Donc ensuite je lisais... Je suis obligée de le prendre avec. Ah, Lock and Key, donc c'est une BD, je vais vous mettre la photo. Donc c'est une BD de Joe Hill, donc le fils de Stephen King. Je voulais essayer parce que ça avait l'air pas mal, donc là j'ai le tome 2 que j'ai pas encore lu mais que justement je vais lire. Pour vous montrer juste un peu les dessins. Je vais aller au début pour pas vous spoiler pour ceux qui voudraient le lire. Donc voilà. Donc on suit l'histoire de 4 personnes d'une même famille dont le père a été tué par 2 jeunes fous qui étaient au lycée du fils. Je sais pas si j'ai... non. Je me rappelle plus. Enfin bref. Et donc à la suite de la mort du père de famille, ils vont tous aller vivre chez un oncle dans le manoir de Locke. Je regarde si j'ai une image parce qu'il est vraiment magnifique ce manoir. Donc ils vont aller dans le manoir de Locke pour y refaire leur vie avec leur mère qui a survécu aussi. Et on va se rendre compte que il se passe plein de trucs bizarres et surtout un système de portes. Et donc chaque porte ramène sur un monde différent. Et donc le plus petit dans la famille, là, il va un jour vouloir... il gambade dans la maison, il court, et il va passer par une de ces portes et il va se rendre compte qu'il peut faire une espèce de projection astrale et voir tout ce qui se passe dans la maison. Et après il va se passer une chose pas trop ragoûtante avec une femme dans un puits. Je vous en dis pas plus. Mais je me suis vraiment régalée. Et le côté magique qu'il y a avec cette BD, c'est qu'on n'a pas l'impression que c'en est une. Voilà. Elle est vraiment complète. Les dialogues nous en apprennent beaucoup. Et du coup, ça se lit un peu comme un roman. Et j'étais aussi étonnée de voir que c'était une BD parue chez Milady. Donc voilà. C'est vraiment vraiment efficace. Je voulais rentrer tout doucement dans le style de Joe Hill parce que j'ai acheté une première nouvelle qu'il a écrit avec son papa. Voilà, plein gaz. Et aussi le livre qu'il a écrit Nosfera. Nosfera 2. Ça fait Nosferatu en fait. En anglais. Nosferatu. Qui a eu des très bonnes critiques. Et donc vous savez comme avec Stephen King j'avais commencé avec des BD, avec son fils je fais pareil. Voilà. Bon les BD, je vous en dis pas plus. Ensuite je lisais Terror Apache de W.R. Burnett. Donc c'est un western, je voulais à tout prix essayer. J'ai beaucoup aimé, c'est vrai, bien que je trouvais qu'il manquait certaines choses dans ce récit et aussi l'exploration des personnages. Parce que voilà, on nous dit il y a le personnage principal, c'est William il me semble. Et autour, ils n'ont pas de vie en fait, les personnages secondaires, ils ne servent qu'à William. Donc on n'en apprend pas plus sur ses amis, ses fréquentations, les personnes qui sont au-dessus de lui, les capitaines de garde, ce genre de trucs. Et justement, c'est censé être une traque à travers le désert du Nevada pour essayer de récupérer ce chef Apache qui fait des scalps dans les colonies américaines. Et finalement, cette vraie traque se passe que sur les 100 dernières pages parce qu'avant, il doit passer par tous des trucs diplomatiques, de dire... ah oui, mais on n'a pas le droit de les tuer parce que depuis la guerre de sécession, on a décidé que... voilà. Par contre, c'est voilà. C'est une très bonne façon de rentrer dans l'histoire américaine parce que les personnages sont historiques. Donc c'est des personnages qui ont réellement existé. Il n'y en a pas de point historique sur la façon dont étaient gérés les États à l'époque. Les États autour, parce qu'il ne va pas faire sur toute la carte américaine... Enfin bref. Et donc voilà, je trouve que je me suis enrichie de ce côté-là. Et du niveau de l'histoire, voilà. Sans plus.
Ensuite, je lisais Les larmes du cardinal de Pierre Pével. Donc, j'avais précommandé n'importe quoi. J'avais réservé le livre à la bibliothèque début décembre, qui était très demandé parce que vous savez, c'est une saga qui a beaucoup marché. Sans compter que là, il y a le jeu de rôle qui est sorti, le JDR. Et donc, je l'ai reçu début du mois, je l'ai lu. Donc, moins un coup de cœur que Au Royaume pour le coup. Au Royaume que j'avais, vous savez, j'ai adulé Au Royaume, que j'ai lu vraiment très très vite alors que c'était un sacré pavé. Celui-ci, je sais pas, un peu plus compliqué de me lancer dedans. Bon, faut comprendre aussi que le premier tome, c'est un tome où on va demander au capitaine Lafargue, donc qui est le capitaine des lames, qui ont été dissoutes il y a X années de ça à cause d'un problème encore diplomatique. Et donc, mais Ira, t'as fini. Et donc ce capitaine va devoir aller réunir ses lames à travers la France, donc il va envoyer des lettres, il va aller les chercher. Et donc voilà, ce premier tome pose vraiment ça, sur un fond d'intrigue avec la Griffe Noire, donc c'est une société où on vénère des dragons. Et donc Lafargue va être chargée de réunir ses lames et en même temps de répondre à un des problèmes qui est que la fille d'un duc espagnol a disparu et l'Espagne veut signer un traité avec la France pour arrêter les guerres. Et donc il faut à tout... Non, c'est le prince qui veut le rechercher. Non, c'est la fille d'abord. Moi, je sais plus. Enfin bref. Non, je crois que c'est le prince. Ils veulent retrouver le prince le prince d'Espagne parce qu'il s'est sauvé ou il a fugué, on sait pas trop. Pour justement pouvoir signer ce traité. Et donc il va devoir faire ces deux choses-là en même temps. Donc c'est vraiment un tome qui va poser, on va dire, les fondations de la saga en 3 tomes. C'est très très bien écrit. Donc comme je dis dans la chronique, ce qui est super avec Pierre Pével, c'est que il arrive toujours à faire le caméléon dans ses récits. Donc il va écrire un livre sur tel siècle, il va réussir à insérer une plume qui va correspondre au siècle, mais en même temps mettre une sorte de modernité. Donc on ne trouve pas que c'est pompeux et tout ça, donc c'est vraiment très accessible. Et là c'est pareil, ça se passe au XVIIe siècle, c'est ça. Ça se passe au XVIIe siècle, donc parfois dans les discours, il y a vraiment quelque chose qui est très très discours de mousquetaire, et en même temps on n'est pas là à se dire ah merde, il va falloir que je regarde dans Larousse parce que ce mot là est tellement vieux que je sais pas à quoi il réfère. Donc voilà, c'était un très très bon moment aussi. Et j'ai hâte de me plonger dans la suite. Ensuite, alors là, c'est les 2 révélations que j'ai eues ce mois-ci. Donc dans le cadre du Baby Challenge Fantasy de Livre Addict, j'ai emprunté Le Puits des Mémoires. Et oui, ceux qui ont un coup de cœur savent ce qui s'est passé. Je l'ai lu en 2 jours et demi. Le premier, je l'ai dévoré, il n'y a pas d'autre mot. Je suis tombée amoureuse dès les premières lignes, je sais pas, il y a quelque chose de magique dans ce livre, on a l'impression qu'on a jeté une espèce de sort vaudou ou que sais-je encore. Et donc je vais... Comment vous dire ça? Bon, vous verrez hein, déjà par rapport à la chronique, voilà, c'est pas du tout objectif, c'est que du sentimental. Et là, je peux que parler de sentimental, donc on suit les 3 jeunes hommes, tout est relatif. On suit donc 3 hommes qui vont se réveiller chacun dans une boîte, dans une espèce de cercueil, traîner le long des routes près de la cité des Lions, donc dans les terres du milieu. Je sais plus si c'est terres du milieu, bon, c'est quelque chose, un terme dans le genre. Et donc ils vont être sur ces terres-là, ils se réveillent dans la boîte, ils ont aucune idée de qui ils sont, ils se sentent un peu comme des nouveau-nés, voilà, ils savent pas d'où ils viennent, ils savent pas qui ils sont, ils se rappellent même pas leur prénom, rien du tout. Et donc il va arriver un éboulement, donc un éboulement sur le terrain. Et donc les gens qui les gardaient en otage ou on sait pas trop vont mourir, donc vont partir avec cet éboulement. Et sur les 4 hommes qu'il y avait dans la charrette, il y en a que 3 qui vont survivre. Et donc on va suivre ces 3 hommes et leur traque à eux pour retrouver leur identité. Et donc ils ne savent pas ce qu'ils ont fait, ils ne savent pas comment ils s'appellent. Pardon, excusez-moi. Ils ne savent pas d'où ils viennent, mais ils se font traquer par toutes les gardes possibles, des différents royaumes possibles, et ils vont toujours devoir courir et découvrir qui ils sont. Et ce qui est génial, c'est que j'ai jamais réussi à m'attacher autant
Peut-être avec les lumières de Haven, si, mais là je trouve que c'est encore le summum. Encore Screenéo, hein, merci. Et les personnages sont à un tel point attachants qu'on a l'impression d'être ce quatrième homme là qui est mort, qui est mort dans le cercueil, et qu'on est un peu, vous savez, comme la quatrième âme qui les suit. On essaye de leur dire mais attention là, c'est pas normal, vous voyez pas, il y a un truc pas net, ou oh, mon dieu, mais je le sens pas du tout là, va vraiment faire quelque chose, mais oh là là, mais arrête, Olen, arrête de rêver. Et on est toujours en train d'avoir un petit commentaire pour ces trois personnages qui sont comme des frères en fait. Au début ils se connaissent pas du tout, mais ils savent pas pourquoi. Forcément quand on se retrouve à trois dans la même situation, que les gens vous regardent comme des parias ou comme des personnes et qu'on peut pas savoir qui on est. Et puis en plus on se rend compte qu'on a pour Carib des pouvoirs, il arrive à faire des espèces de séismes, il arrive à se balader dans les maisons par la pensée. Quand on est comme Olen, on arrive toujours à attirer la sympathie des gens. Donc on se découvre des choses qui nous sont comment dire, inconnues, et en plus on est inconnu à soi-même, donc forcément ça crée des liens, et ces trois hommes vont vite finir à se ressentir comme des frères. Et j'ai lu le tome 2 dans la foulée, donc je vais pas trop spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, parce que par la vidéo c'est toujours un peu spécial de spoiler. Et donc quand ils vont se retrouver sur leur terre d'origine, parce qu'ils se doutent qu'il y a quelque chose de pas net avec les terres du Nord, ils vont encore plus découvrir qui ils sont, et quand ils vont enfin le découvrir, c'est un truc de dingue, parce que au final ils vont un peu le regretter. Et donc là je suis en plein questionnement. Le livre est emprunté pour un certain moment, donc ça m'énerve, je me tâte encore à l'acheter, mais je me dis que j'ai pas les deux premiers. Et en même temps je me dis que j'ai pas vraiment envie de finir cette saga parce qu'il y a que 3 tomes. Et je pense que je vais avoir grave les boules en fait de quitter ces 3 héros qui maintenant font carrément partie de ma vie. Et comme je dis sur le blog, c'est sûr il y aura un avant et un après le Puits des Mémoires de Gabriel Katz. Et si cette année il y a bien un livre parmi tous ceux que j'ai déjà lus, sur lequel vous devez vous jeter, mais sans regarder au prix, au nombre de pages, ni rien du tout, c'est le Puits des Mémoires, quoi. Parce que je suis garante, je me porte garante que ce sera un coup de cœur, mais vraiment phénoménal. Enfin bref, je vais arrêter. Ensuite, c'est que lisais-je. Donc toujours dans la fantasy. J'ai lu alors c'est un intégral 1, donc il y a 2 livres dedans. Donc j'ai lu la première partie, donc le livre 1. De La Couronne des 7 Royaumes de David Beko aux éditions J'ai lu. En fait je suis tombée amoureuse de la couverture du tome 3, de l'intégrale 3 pardon, et donc j'ai vraiment eu envie de le lire. Et c'est un peu, il y a 6 intégrales en trou. Il y a 6 intégrales en trou. Il y a 6 intégrales en tout. Et ça fait un peu, c'est un peu un royaume à la Game of Thrones si vous voulez. Donc on n'est pas toujours dans l'action, dans ce genre de choses. Et on se rend compte qu'il y a plein de duchés, il y a un seul roi pour tous ces duchés, et puis que peut-être les duchés ils veulent se révolter et passer au-dessus du roi. Et surtout aussi qu'il y a une certaine façon en fait d'accéder au trône, parce qu'il n'y a pas de lien filial en fait. C'est pas le fils du roi qui va accéder au trône, ça fonctionne par maison. Donc il y a 7 royaumes, il y a plusieurs maisons dans chaque royaume, et il y a un plan de succession qui est dit à l'avance. Et donc là, le premier fils d'une maison qui doit accéder au trône dans quelques années est tué. Donc je vous dis pas comment, hein. Nous on le sait parce que, en fait eux ne le savent pas, mais nous on le sait parce qu'on suit plusieurs récits. Et donc là on suit l'histoire du prince de... Alors je dis pas de conneries. Tavis de Kurg, donc qui va de ce fait succéder au premier prince qui est mort. Et on se rend compte que son entourage ne lui veut pas que du bien. Et surtout les espèces de sorciers là, un peu bizarres. Les Kirsi, voilà, le peuple Kirsi. Il y a un truc qui se trame au pays Kirsi dans les terres du sud. Et ils voudraient bien avoir les terres là pour eux. Et donc ils commencent à se rebeller. Et en fait, il faut savoir qu'il y a un ambassadeur Kirsi dans chaque famille. C'est une marque de richesse, si vous voulez. C'est comme un peu les esclaves à l'époque. Et donc les Kirsi, on a un peu marre de devoir toujours répondre présent pour ces satanés humains qui ne le méritent pas. Et donc on va suivre voilà, la vie des Kirsi et la vie des humains. Et à la fin de ce premier tome,
Bah, je suis assez, ma foi, assez contente parce que j'avais un peu peur parce que les 100 premières pages sont, bah, c'est écrit en assez petit. Voilà. Donc les 100 premières pages sont un peu longues, hein. On vous pose l'histoire des maisons, l'histoire des successions. Et seulement après, il commence à se passer quelque chose parce qu'il va voyager avec son père, Tavis, pour aller voir sa future fiancée. Et là, sa fiancée va être tuée. Et donc lui va être emprisonné. Et je vous raconte pas la suite, mais dans la deuxième partie, là je suis vraiment pressée de me lancer dedans. Et comme je veux pas acheter l'intégrale 2 parce que je suis plutôt freinée en ce moment sur mes achats à cause de mes heures de conduite. Donc je fais attention. Mais sinon je me suis régalée, voilà, très bon tome. Ensuite, Balisard de Fiona McIntosh. Je vais pas m'attarder dessus parce que c'est une déception. J'ai pas réussi à rentrer dans le récit. J'ai pas réussi à rentrer dans le monde. J'ai pas réussi à rentrer dans rien du tout. Je me suis attachée à aucun personnage. Je trouve pas. Ouh là là. Je trouve que par moments le récit est un peu décousu. Et j'avais vraiment envie de lire Percheron de Fiona McIntosh. Donc pour moi, Balisard, ça s'arrêtera là. Et je pense que Percheron, moi qui voulais l'acheter parce que je trouvais la couverture Brajlon superbe, je pense que je vais plutôt le prendre en version e-book. Comme ça, je serai un peu moins déçue. Et donc voilà, pour moi, Balisard, ça s'arrêtera là. Voilà, une tête de mercenaire. Donc on suit Loethar, donc c'est en gros le chef des barbares, hein, pour utiliser les termes du bouquin, qui a décidé de pareil faire la guerre aux terres pour pouvoir devenir le roi, parce qu'il y en a marre que son peuple se fasse toujours décimer, on les laisse en arrière, et en plus de ça il est cannibale. Et donc il va aller tuer les membres du conseil du roi, et jusqu'à temps qu'il va arriver au royaume, je sais plus, au royaume de je sais plus. Et donc là il va falloir sauver le fils du roi qui devra le suivre sur le trône, parce qu'on se doute bien que le roi va être tué et que Loethar va prendre le trône. Et donc on suit l'histoire du fils qui est parti en exil justement pour pouvoir revenir plus tard plus fort et reprendre le trône de son père. Ça n'a pas marché sur moi, j'ai vu que pour beaucoup c'était un coup de cœur. Donc foncez si vous aimez Fiona McIntosh. Je pense que c'est juste moi qui ai eu un problème avec la trame du récit qui m'a pas du tout plu. Mais sinon je pense que ça peut être une très très bonne expérience pour ceux qui ont l'habitude de Fiona McIntosh et qui ont adoré lire Balisard après Percheron. Ensuite je lisais une BD, donc vous savez les BD je reste pas longtemps dessus, surtout que celle-là est très courte ma foi. Donc c'est le premier tome sur 2 de Scotland Yard de la collection 1800 à l'édition du Soleil. Donc c'est l'histoire d'un tueur en série peu de temps après les meurtres de Jack l'Éventreur. Et donc là on suit un inspecteur de police qui fait partie du Yard, donc les forces de police de Londres. Et donc on va essayer de suivre des gens qui auraient dû être amenés dans une autre prison, dans un sanatorium, qui ont réussi à se sauver. Et donc le méchant là, que vous voyez, il tue des femmes innocentes, mais il les tue d'une certaine façon et on essaie de découvrir pourquoi. Donc dans ce premier tome on n'apprend pas grand chose. C'est assez décousu pareil. Bon, il n'y a que 2 tomes, donc je me demande bien comment ils vont s'en sortir pour réussir à nous démêler l'affaire, en sachant que à la fin de ce tome, l'histoire commence réellement. Bref, je pense que ça va être assez rapide à terminer et que je suis bien contente de ne pas avoir mis le prix dans cette BD que j'ai empruntée. Et ensuite, la déception grandiloquente, je pense, de cette année. Les mensonges de Locke Lamora de Scott Lynch, le tome 1 des Salauds Gentilshommes, que j'ai eu en partenariat avec les éditions Brajlon. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Que j'ai eu en partenariat avec les éditions Brajlon, que j'attendais de lire avec une impatience non dissimulée, que je n'ai pas aimé du tout. Ah oui, et j'ai pas aimé du tout. Donc je m'attends déjà à être lapidée de pierre. Bon, désolé, vous n'aurez pas la fin de Salem. Je sais pas où ça s'est arrêté parce que ça vient de bugger. Donc je vais reprendre là où j'en étais. Donc je suis actuellement en train de lire Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Donc vous voyez, mon livre il est bien brillant, il est tout beau. Donc je l'ai eu avec le coffret anniversaire du livre de poche, avec Un monde sans fin. Donc j'ai commencé à regarder, la série que j'ai adorée et je me suis dit zut, voilà, je vais me lancer parce que ça fait des années qu'il me fait de l'œil en fait ce bouquin, et à chaque fois je le remets à cause de sa taille parce qu'il fait 1050 pages. C'est écrit en pas très très grand.
Mais je me suis dit, voilà, là j'ai envie, c'est le moment. J'ai vraiment carburé sur ces 2 premiers mois, j'en suis à 20 livres je crois, sur les 80 prévus pour l'année. Donc franchement je peux me permettre, on va dire, ce truc de côté. Et j'ai un peu envie de lire quelque chose, pas forcément dans l'optique de tout de suite alimenter le blog. Donc je me suis dit, ben zut, voilà, je vais me lancer là-dedans. C'est comme pour Salem, hein, je savais que c'était écran tout petit, que ça allait me mettre plusieurs temps et plusieurs semaines, plusieurs jours à lire. Et là c'est pareil, je sais que je vais en avoir pour 2-3 semaines. D'ailleurs j'ai lancé une lecture commune sur Livre Addict pour ceux que ça intéresse. Donc là j'ai mis les dates de hier jusqu'à la fin du mois. Donc je pense qu'on va partir sur ça, c'est un gros livre. Et je propose aussi une lecture pour Un monde sans fin pour le mois de mai. De fin avril à fin mai. Donc voilà, ça vous intéresse. Donc là je suis vraiment au tout début parce que j'ai pas beaucoup lu depuis vendredi. J'ai beaucoup geeké. J'ai eu le jeu Sif sur PS4, donc j'ai beaucoup geeké. Samedi j'ai plutôt avancé sur mon projet en communication. Et hier on fêtait mon anniversaire en famille. Donc voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est bientôt les vacances. Donc je pense que je vais me mettre en mode pantouflard. Donc ça va être gaming et lecture uniquement. Donc je pense que je vais peut-être avancer. Et puis je vais de nouveau avoir mes 1h20 de trajet par jour. Donc je vais pouvoir me relancer bien dans la lecture et avancer un peu. Quoique j'ai quand même pas mal lu cette semaine, puisque j'ai quand même réussi à finir ce pavé en 4 jours. Et puis quoi, Valisard aussi que j'ai lu en entier, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite je vais lire une BD pour calmer tout ça. Lock and Key, casse-tête, donc je vais le lire entre deux à mon avis, vous savez, pour faire une petite pause. En plus de Salem. Donc je vous en ai rapidement parlé, donc là c'est la suite. Je vais aller chercher à la bibliothèque que j'ai réservée. Là j'étais 4ème sur la liste, donc je vais enfin la voir et j'ai pas envie de le louper. Comment ça s'appelle? À chaque fois c'est pas vrai, j'ai un bug. Le livre sur Kennedy de Stephen King, 22-11-64. Je suis plus sûre de la date. Je sais que c'est 11-64 sûr. Je crois que c'est 22. Bah bref, vous me le direz en commentaire ou je l'écrirai. Et là aussi c'est un gros pavé, il fait presque 1000 pages. Donc je crois que le mois de mars va être le mois du pavé. Du pavé, fais-toi plaisir. C'est pavé, tu peux pas lire tout ça. Et je m'en fous. Je vais mettre tous des petits rendez-vous sur le blog, histoire de l'alimenter, des trucs sur les films. Je ne vous oublierai pas, je ne vais pas arrêter de publier, ne vous inquiétez pas. C'est juste que je vais lire pour me faire plaisir. Et qu'importe si j'aurais lu que 2 livres au mois de mars, avec tout ce que j'ai lu courant janvier, février, je pense que je peux me le permettre. Donc voilà. Donc je vous fais plein de poutou-poutou. Il y a les résultats du concours pour les 400 followers de la page, que je remercie d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux dire encore? Je sais pas quand est-ce que je ferai une prochaine vidéo. Dans 15 jours je l'espère, si j'ai fini les piliers de la terre et si j'ai lu d'autres choses, hein, parce que si j'y suis encore ça sert à rien, je vais pas faire une vidéo où je raconte pas grand chose. Il va y avoir un article un peu spécial aussi sur le blog sur une nouvelle qu'un jeune homme de ma classe a écrit, qui aime beaucoup Stephen King et qui m'a prêté sa nouvelle non publiée, qui est assez gore. Donc pareil, je vais la lire dans la semaine et je vais vous publier ça, donc ce sera un petit article comme je fais pour les nouvelles. Mais voilà, pour vous en parler un peu et pour lui donner un petit coup de pouce pour ceux que ça intéresserait de lire par la suite. Donc voilà, je vous fais de gros poutou-poutou. Je suis désolée pour la vidéo qui a coupé. J'espère que ça n'a pas loupé trop de trucs. Au pire, je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo, c'est pas très important. Je vous remercie d'avoir regardé ces 20 minutes et quelques de vidéo. Maintenant, je vais aller faire le montage. Je suis trop contente. Et je vais vous poster ça sur YouTube et sur le blog. Gros poutou-poutou de m'avoir suivi jusqu'au bout. Bonnes vacances pour ceux qui viennent d'y être, bonne fin de vacances pour ceux qui recommencent cette semaine, et profitez bien pour ceux qui finissent. Donc voilà, gros bisous, à la prochaine!